Thank you very much, Richard. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous allons démarrer ce webinaire. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, Grant Thornton Technologies et JMR. Donc, nous vous proposons ce webinaire sur le thème enjeux et solutions pour assurer la maîtrise des risques liés à la criminalité financière et aux non-conformités pour le secteur en pleine expansion des fintech. Nous parlons des fintech, mais également des banques, des institutions de microfinance et des institutions financières plus globalement. Donc, aujourd'hui, vous aurez avec nous moi-même, Mohamed Mbeng, directeur général, associé directeur général de Grant Thornton Technologies. Vous aurez avec nous Monsieur Sureisha Ramachandra, hier, qui nous rejoint également de JMR depuis l'Inde. Bonjour. Hello, Sureisha. Hello. Et Bonjour. également, bonjour, nous avons Rajesh Sobaram, qui est régional directeur pour l'Afrique francophone et l'île de l'océan Indien, qui est basé à Dakar, qui sera avec nous dans ce call, et M. Ngom, qui nous rejoindra. Donc, pour les présentations, je pense que nous allons passer dessus rapidement pour ne pas perdre de temps. Après, nous aurons le temps de présenter plus en détail les différents intervenants, donc de par leur expérience dans le domaine bancaire, mais également dans l'industrie des technologies. Et pour Rajesh, dans toute la partie compliance, et c'est une des sommités qui est utilisée par la plupart des éditeurs quand il s'agit d'expliquer et d'aller vendre, au-delà de la technologie, les prestations qui accompagnent la mise en place des programmes de conformité. Donc, sur l'agenda, vous verrez, nous allons essayer très rapidement de faire une mise en contexte. Donc, quel est le contexte actuel qui nous a poussé, nous, voilà, et puis susciter l'intérêt de certains d'entre vous à tenir ce webinaire. Après, un aperçu, Rajesh donnera un aperçu sur les défis auxquels sont confrontées les banques et les institutions financières, y compris les fintech en Afrique francophone. Nous verrons également, nous reviendrons sur la nécessité de mettre en œuvre un programme de conformité pertinent, solide, pour répondre aux exigences réglementaires qui sont en forte croissance dans notre zone. Et nous allons voir, pour finir, comment la technologie peut aider les banques à réaliser leur vision relativement à la conformité. Nous aurons une petite session de questions-réponses qui permettront de poser des questions, mais surtout de fixer ce qu'il est important de retenir dans ce webinaire. Et puis pour finir, nous aurons une petite enquête, un sondage que nous vous soumettrons pour nous permettre d'améliorer la façon d'organiser ce type de webinaire, mais surtout de tirer le meilleur parti de l'expérience des différents experts que nous mobilisons aujourd'hui. Donc, sans tarder, en guise d'introduction, donc c'est juste donner un certain nombre de chiffres. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons l'explosion du nombre d'utilisateurs mobiles. On parle de plus de 5,1 milliards, donc selon GSMA. Donc, et vous verrez que pour 81% des banques et institutions financières sont préoccupées par l'évolution rapide que nous notons dans les technologies, dans les usages et la façon d'utiliser les services. Donc, 46% des clients des banques utilisent uniquement les canaux numériques. Cela montre aujourd'hui le niveau d'exigence et l'appétence aux outils digitaux que nous avons de par les usagers. 95% des clients des banques d'entreprise souhaitent ou s'attendent à ce que ces banques leur fournissent des capacités pour accéder aux services en ligne. Et en termes d'investissement, nous parlons de pas moins de 100 milliards USD qui sont investis cumulativement jusqu'en 2018. Et 78% des banques misent actuellement sur les API pour leur garantir l'ouverture et faciliter les interactions qu'ils peuvent avoir et avec les clients, mais également avec le monde extérieur de façon maîtrisée. Cependant, quand on s'ouvre et quand nous essayons de tirer parti de ces technologies, vous le verrez, il y a
énormément de problèmes, des failles dans la conception ou dans les technologies, mais surtout parfois des scandales, donc comme nous en voyons en Malaisie, où c'est pas moins d'1 milliard de dollars. Vous avez entendu parler du scandale Rosman Mansour, l'épouse de l'ancien Premier ministre, qui est inculpée pour blanchiment. Voilà. Et dans l'Union européenne également et les États-Unis, aux États-Unis, vous pouvez voir le nombre de sanctions et les montants de ces sanctions-là qui atteignent les milliards de dollars à cause des problèmes de blanchiment ou de non-conformité de certains acteurs. Donc aujourd'hui, c'est clair, les non-conformités ne sont pas une option. Donc c'est soit être conforme, soit disparaître. Et quand nous parlons de tirer le meilleur parti du numérique, donc les risques et les impacts de ces risques sur l'organisation sont cruciaux. Il s'agit de la stabilité financière. Nous avons vu des entreprises fermées parce que tout simplement, elles n'ont pas su garantir la conformité et éviter certaines fraudes. L'impact peut être sur l'image de l'entreprise, sur sa réputation, sur son intégrité, sur la vie privée de nos différents consommateurs. Aujourd'hui, l'impératif est clair. Il nous faut arriver à rassurer les différentes parties prenantes, rassurer nos clients, mais également rassurer les régulateurs. C'est hyper important. Avec la mondialisation des acteurs également, nous voyons qu'il y a des activités qui sont de plus en plus complexes à réguler et à monitorer parce qu'il n'y a plus de frontières avec le numérique, mais surtout, il n'y a pas une réglementation unique en matière de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Après, il y a cette dynamique concurrentielle qui fait que toutes ces entreprises vont essayer très rapidement de mettre sur le marché des produits de qualité, des produits innovants, des produits qui viennent bouleverser les usages, qui viennent réconforter les utilisateurs dans leur besoin d'avoir des produits qui sont de meilleure qualité et à moindre coût. Et cela ne va pas sans risque. Aujourd'hui, le défi principal, c'est comment, en utilisant la technologie et en bâtissant une stratégie solide en matière de conformité, garantir la maîtrise des risques. Garantir la maîtrise des risques potentiels qui sont inhérents au fait d'adopter la technologie, mais également dû au fait que la cybercriminalité, qui autrefois était juste l'apanage d'un groupe restreint de personnes qui possédaient de profondes compétences techniques et utilisaient leur capacité et savoir-faire à des fins malveillantes, ça, c'est révolu. Aujourd'hui, on a du crimeware as a service. C'est-à-dire, je vais aller sur Internet, dans le dark web, je vais acheter un exploitif pour moins de 400 dollars et je vais pouvoir exploiter les failles sur n'importe quel système qui est exposé. C'est ça la réalité aujourd'hui. Si l'attaquant a un peu d'argent et des connaissances minimalistes, cet attaquant peut s'attaquer à n'importe quelle infrastructure, à n'importe quel site, pour peu qu'il trouve une faille exploitable. Donc, très rapidement, nous allons passer à donner la parole à Rajesh pour revenir rapidement, sur les défis auxquels sont confrontés les banques, les institutions financières et les fintechs en Afrique francophone. Voilà. Je vais lui donner il a des problèmes de connexion, je vais lui donner mon ordinateur. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Radio Chica. Vous devez la personne des défis des institutions financières il y a une définition
Excusez-moi, on a un petit problème de communication. Oui. Dans diverses enquêtes menées en 2017 et 2019, les Blancs classent systématiquement l'amélioration de l'expérience client comme la première priorité stratégique. Les banques sont pressées de poursuivre le mouvement vers la numérisation tout en trouvant de nouvelles sources de valeur. Les nouveaux entrants façonnent la dynamique concurrentielle autour de la numérisation. Et puis aussi, il y a le secteur bancaire qui est en fait une période de croissance où les sources traditionnelles de revenus et de performance ne sont plus fiables. Les établissements ont du mal à assurer leur croissance organique pour les raisons suivantes. Il y a d'abord la réduction des revenus provenant des frais. Il y a une compression des marges. Par exemple, certains produits sont une course vers le bas, combinée à des coûts d'exploitation gonflés. Cela signifie une compression des marges. Il y a les nouvelles réglementations. Par exemple, la directive révisée sur les services de paiement, PSD2. On a aussi les offres des produits de base. Les produits bancaires traditionnels laissent peu de place à la différenciation. On a la prolifération des offres financières alternatives, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'entreprises proposant des services, des produits financiers qui de nouvelles technologies et c'est traditionnel. Oui. Mais le défi consiste à adopter une plateforme moderne, sécurisée et évolutive. En fait, les institutions financières recherchent de nouvelles façons de stimuler la création de valeur. Elles se tournent vers des modèles commerciaux émergents pour ouvrir de nouvelles sources de revenus et améliorer les propriétés de création de valeur d'une véritable plateforme. Nous identifions 4 caractéristiques essentielles. Première, c'est l'architecture modulaire. Les composants permettent aux banques de se transformer plus facilement, de tirer profit des méthodes de travail qui se développent rapidement. On a aussi les API intégrés et les API d'écosystème. Les API à grain fin permettent à des tierces de se connecter plus facilement aux capacités de base, ce qui donne aux banques la liberté d'innover et d'établir des partenariats. Il y a aussi le déploiement des microservices basés sur le cloud. Les applications dans le cloud sont plus intelligentes, plus évolutives et capables d'améliorer considérablement le développement d'applications. Et dernièrement, on a les données d'abord et une approche ouverte. Les noyaux doivent pouvoir faciliter le flux ouvert des données en continu, des systèmes d'engagement aux systèmes d'enregistrement. Enfin, et c'est probablement aussi important que tous les autres aspects, les systèmes doivent être conformes non seulement aux exigences réglementaires changeantes, mais aussi intuitifs et analytiques afin de contrecarrer tout type de criminalité financière susceptible d'avoir un impact sur la rentabilité et la confiance du client final. Les solutions doivent permettre de garder une longueur d'avance dans la lutte contre la criminalité financière et basée sur les analyses prédictives axées sur l'intelligence artificielle et le blanchiment et le ML, machine learning, c'est-à-dire oui, le machine learning. En fait, il y a aussi une rationalisation des processus pour tenir compte des nouvelles méthodes de paiement et accélérer l'intégration des clients. Il y a aussi une flexibilité pour répondre aux exigences changeantes du régulateur. Avec la venue des FinTech, il y a des transformations qui sont faites. Et la donne, il y a un changement définitif dans la donne dans de nombreux secteurs des services.
Les fintech, c'est une force majeure qui façonne la structure de l'industrie financière en Afrique. De nouvelles technologies sont développées et mises en œuvre avec le potentiel de changer les paysages concurrentiels dans les secteurs financiers. Fintech met en question les structures traditionnelles et crée des gains d'efficacité en ouvrant la chaîne de valeur des services financiers. Bien qu'il soulève également des préoccupations quant aux nouvelles vulnérabilités, aujourd'hui, Fintech apparaît comme un catalyseur technologique dans la région, améliorant l'inclusion financière et servant des catalyseurs pour l'innovation des autres secteurs tels que l'agriculture et les infrastructures. Fintech peut apporter des gains significatifs pour l'inclusion financière et l'approfondissement en améliorant le niveau d'efficacité du secteur financier. Fintech offre des possibilités d'élargir l'accès au crédit quand les nouvelles technologies permettent de surmonter les obstacles à l'information et de réduire les coûts des transferts transfrontaliers. En particulier, les pressions exercées sur les relations des correspondants bancaires pourraient être partiellement compensées par l'utilisation de nouvelles technologies si les nouveaux systèmes peuvent satisfaire aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est nécessaire d'équilibrer le compromis entre les avantages que les technologies fintech peuvent générer et les risques et vulnérabilités supplémentaires potentielles. On va voir les défis que le modèle d'entreprise se reconfigure de manière à ne pas suivre les approches réglementaires existantes. C'est ce qui se passe, c'est la pénétration irrésistible de la technologie numérique dans les modèles économiques mondiaux ne fait aucun doute. En effet, des éléments tels que la prolifération des appareils connectés et la multiconnectivité ont introduit de nombreux modèles économiques perturbateurs qui ont poussé l'économie mondiale vers de nouvelles frontières encore inexplorées. Ces nouveaux modèles commerciaux sont également confrontés à un certain nombre de défis importants, comme celui de les rendre compatibles avec les cadres juridiques et réglementaires applicables sur le marché concerné. C'est une question importante, car la plupart des marchés qui ont été touchés par l'apparition de modèles perturbateurs sont fortement réglementés. Et ce qui est pertinent ici, c'est que la plupart des lois et règlements applicables dans ces cas ont été conçus et approuvés conformément à un modèle économique classique, sans tenir compte des caractéristiques introduites par la révolution technologique qui s'est produite ces dernières années. Dans la plupart des cas, l'absence de mise à jour des dispositions juridiques applicables à ces activités leur posera des problèmes importants, car il est souvent presque impossible de les rendre compatibles avec des cadres juridiques dépassés. Les principaux facteurs, comme vous voyez sur l'écran, il y a les nouveaux fournisseurs en dehors du secteur réglementé. Il y a les chaînes de valeur désagrégées et récomposées. Il y a les nouveaux produits et services et des entreprises hybrides qui recoupent le régulateur. Donc, tout ce monde, tout ce système a changé et a reconfiguré les approches réglementaires. On passe maintenant à l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest francophone. Stratégiquement situés sur la côte ouest de l'Afrique, ces pays sont des centres d'affaires importants et peuvent être les théâtres de crimes nationaux et internationaux. Certains organismes clés, comme le département d'État américain, l'Union européenne, estiment que ce pays présente un risque élevé du point de vue de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. C'est la raison pour laquelle le niveau de risque est élevé, étant donné que ces pays ont une économie largement basée sur l'argent liquide et un énorme secteur commercial informel. En outre, le sentiment général est que la surveillance réglementaire n'est pas très stricte.
Voilà, c'est les quelques problèmes qu'on a sur l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on va voir un peu ce que dit le rapport MER. L'une des menaces qui pèsent sur cette région francophone d'Afrique de l'Ouest est le financement du terrorisme. Cela est dû en grande partie à la faible surveillance des organisations à but non lucratif qui sont parfois connues pour travailler au financement du terrorisme. On a aussi, deuxièmement, un suivi efficace nécessite des ressources humaines et financières, et cela est difficile à venir. Certains pays de la région sont exposés à des groupes de criminalité organisée ou syndicats qui exploitent diverses failles à leurs avantages. En fait, on a 3 lignes de défense. Notre première ligne de défense est les institutions financières doivent avoir des politiques et des procédures solides et tous les employés doivent être conscients. Notre deuxième ligne de défense, la personne en charge du programme de lutte contre le blanchiment d'argent doit avoir la responsabilité d'un contrôle efficace. Il devrait faire des rapports indépendants à la commission et devrait être le point de contact de la cellule de renseignement financier. Et troisièmement, notre troisième ligne de défense, c'est un audit périodique et une évaluation indépendante du programme de conformité qui aide à combler les lacunes éventuelles. Maintenant, je vais passer la parole à Mohamedou. Oui, bonjour à tous. Cette introduction, nous allons maintenant passer nous allons passer la parole à Singom, donc pour revenir sur la nécessité de mettre en place un programme de conformité solide pour répondre aux exigences réglementaires croissantes en Afrique francophone. Singom, vous avez la parole. Merci, M. Je suis très heureux de participer à ce webinaire. Je m'en vais sans tarder vous présenter la nécessité de mettre en place un bon dispositif de lutte contre la criminalité financière de manière générale, mais particulièrement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc, ce programme que les banques, institutions financières et FinSec doivent mettre en œuvre doit être pour tout secteur souhaitant se développer au Sénégal comme à l'international une exigence. Les fintech étant un secteur à fort potentiel, il est aujourd'hui nécessaire de penser à mettre en place un programme de conformité pour répondre aux exigences réglementaires croissantes en Afrique francophone. Pour ce faire, je commencerai par vous dessiner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ça a commencé par la directive numéro 2, la directive communautaire numéro 2 de 2002 du 6 février 2004. Et donc, cette directive a été internalisée sous forme de loi au Sénégal par la uniforme par la loi 2004. Ensuite, on a eu la directive communautaire numéro 4 de 2007 qui a été internalisée sous forme de loi, loi 2009-16 du 2 mars 2009, qui est relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Et enfin, on a eu la directive numéro 2, la directive communautaire numéro 2 de 2015 qui a été internalisée sous forme de loi par la loi 2018-03 du 23 février 2018. Donc cette loi regroupe les deux précédentes lois relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Après ces lois, on a la loi portant réglementation bancaire qui aussi parle du blanchiment, des sanctions qui sont liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Il y a aussi les instructions, les trois instructions de la BCEAO qui sont les instructions numéro 8, numéro 9 et numéro 10 de la BCEAO
respectivement relatives au seuil d'argent à ne pas dépasser quand on voyage hors des frontières de l'Est du mois. Au seuil de 5 000 à dépasser quand on doit payer une créance en espèces. Et enfin, l'instruction numéro 10 relative à l'obligation de faire une déclaration systématique à la CENTIF quand on est face à une transaction en espèces de montant supérieur ou égal à 15 millions. Donc voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, là, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi mettre en place un bon dispositif, solide de BCFT, de blanchiment, anti-blanchiment et de financement du terrorisme? Donc, au-delà du cadre juridique qui peut paraître très contraignant et très sévère en matière d'application des lois sur la LBCFT, entendez lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, donc par les assujettis qui sont limitativement cités par les articles 5 et 6 de la loi 2018-03 du 23 février 2018 relative à la LBCFT. Donc, il est nécessaire de mettre en place un bon dispositif. Pourquoi? D'abord, pour protéger la stabilité financière du pays. En faisant quoi? En renforçant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Comment le renforcer? C'est appliquer les recommandations internationales du GAFI, qui est l'organisme international chargé des questions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et comment mettre en place ce dispositif anti-blanchiment? Donc, je disais tout à l'heure, appliquer les recommandations. L'une des recommandations dit d'appliquer les obligations de vigilance envers les clients et obligations de vigilance envers les transactions. D'abord, envers les clients. Quand on dit obligation de vigilance envers les clients, c'est quand un client vient nouer une relation d'affaires avec la banque ou bien avec l'institution financière ou l'assurance. Le responsable de conformité qui est chargé des questions de conformité doit demander au client son identification, les papiers liés à son entreprise, son adresse, etc. Donc, c'est un ensemble de vérifications que le responsable de conformité doit faire pour s'assurer du profil du client. Donc, vigilance en transaction, c'est aussi que quand le client vient faire une transaction qui n'est pas en rapport avec son profil, le responsable de conformité puisse transmettre une déclaration de soupçon ou bien puisse poser des questions. Donc, il faut aussi développer un système interne de gestion des risques. Ce point est très important parce que dans la loi, il est dit que l'assujetti doit avoir un système interne de gestion des risques, surtout pour les personnes politiquement exposées. Il faut appliquer l'obligation déclarative, l'obligation de déclaration de soupçon qui se fait sur la base de soupçons. C'est-à-dire que si un client fait une transaction, vous avez des doutes sur la transaction, vous lui posez des questions sur la justification de cet argent. S'il n'arrive pas à vous convaincre, tout devient un soupçon. Et vous transmettez automatiquement une déclaration de soupçon. Celui qui doit transmettre cette déclaration de soupçon est le responsable de conformité. Et s'il ne respecte pas cette obligation déclarative, il risque des sanctions pénales. Je dis bien pénales. Il risque des sanctions pénales pour une non-déclaration. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, toujours sur les recommandations, quelques exemples de recommandations. On a l'approche, bien le contrôle ou la supervision basée sur les risques. Le fait de développer des programmes qui promeuvent une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le fait d'augmenter les reportings sur les transactions suspectes. C'est-à-dire qu'il faut pas
attendre 3 mois après la transaction pour faire un reporting pour pouvoir détecter les transactions. Donc, il faut un reporting assez constant des transactions. Donc, l'accès aussi aux bénéficiaires, aux informations liées aux bénéficiaires effectifs. Le bénéficiaire effectif est défini par la loi, par la personne qui vient en dernier recours d'une transaction ou bien d'une entreprise. C'est la personne qui vient en dernier recours d'une transaction. Et donc, quand un client vient nouer une relation d'affaires, il faut tout faire pour vérifier s'il est le vrai propriétaire de l'entreprise ou non. Donc c'est ça qu'on appelle bénéficiaire effectif. Il faut aussi, les recommandations du GAFI recommandent aussi de multiplier les lois anti-blanchiment. On a eu les lois de 2004 liées au blanchiment, les lois de 2009 liées au financement de terrorisme et une loi de 2018 liée et au financement de terrorisme et au blanchiment de capitaux. Donc il faut actualiser les lois et mettre en place aussi une cour de répression des infractions de capitaux et de blanchiment de terrorisme. Suivant. Alors, comment surmonter les inquiétudes exprimées par le GAFI? Il faut avoir une bonne politique et des procédures de KYC, Know Your Customer. C'est-à-dire qu'il faut connaître son client. Connaître son client, c'est connaître ses activités, connaître son domaine de compétences, connaître son identité, etc. Surveillance du client, du compte, des transactions. Effectivement, il faut avoir au sein de son institution financière un système de reporting en fait des opérations, de telle sorte que quand un client dont le profil est, par exemple, je dis n'importe quoi, un coiffeur vient faire une transaction de 10 millions, que l'application puisse flaguer ces transactions et que le responsable de conformité puisse continuer. Donc, due diligence renforcée pour les clients au risque. Donc, le due diligence, c'est l'ensemble des vérifications que le responsable de conformité ou bien la banque doit faire par rapport aux clients. Donc, les clients à haut risque peuvent être les PPE, les personnes politiquement exposées, les clients qui évoluent sur le secteur du transfert d'argent, etc. Donc, prompt reporting sur les rapports de transactions et de devises, se conformer aux directives, exercer une diligence raisonnable lors de l'ouverture du compte, comme je l'ai dit tantôt, etc. Donc, c'est un ensemble de mesures que vous devrez prendre en fait pour s'assurer que les clients, s'assurer de la réduction des risques par rapport aux nouveaux clients, mais aussi par rapport aux clients. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'être un client et d'être un client pour ne pas renouveler en fait les informations. Il faut toujours renouveler les informations, même si la personne est déjà cliente de la banque. Donc, il faut de temps en temps actualiser ces informations, lui demander est-ce qu'il a déménagé, est-ce qu'il a changé de boulot, etc. Donc, suivant, s'il vous plaît. Donc, ce qu'attendent les de conformité pour une équipe en charge de la conformité dans les institutions financières doit s'articuler autour de 4 domaines clés mis en évidence par le GAFI qu'on appelle les règles d'or. Ces règles sont la nomination d'un responsable de conformité parce que ce poste de responsable de conformité est très important. Et la preuve, c'est que quand moi j'ai été à la CENTIF, quand la banque nomme un responsable de conformité, elle est obligée d'avertir la CENTIF, de dire à la CENTIF que notre nouveau responsable de conformité est monsieur tel ou tel. Donc, ce responsable de conformité a une responsabilité légale de transmettre des déclarations de soupçon. S'il ne respecte pas cette obligation déclarative, il risque une peine comprise entre 6 mois et 1 an de prison ferme et une amende comprise entre 100 000 francs et 1 million de francs CFA.
Donc, la mise en place d'une politique et d'une procédure solide de lutte contre le blanchiment de capitaux, formation continue des agents, qui est très important parce que surtout les agents qui sont au front office, qui sont en première ligne face aux clients. Donc, il faut les former, il faut continuer la formation pour tout ce qui est lutte contre anti-blanchiment et les lois liées au blanchiment. Et enfin, il faut un audit périodique du programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En plus, il convient aussi, moi, de par mon expérience, ce qui manque au Sénégal, c'est vraiment la création d'une solution de détection de faux passeports, de faux documents. Parce qu'il nous est arrivé de vraiment recevoir des déclarations de soupçon où les pièces d'identité qui étaient fournies étaient vraiment des passeports, des faux passeports. Donc, il convient d'avoir un système au sein des fintech ou bien des banques, un système de détection de faux passeports. La création d'une liste nationale de personnes et d'organisations terroristes dans le cadre des résolutions 1267 et 1373 qui nous obligent aux États d'avoir une liste nationale. Ça incombe au gouvernement du Sénégal, au ministère de la Justice, de l'Intérieur et des Finances. Suivant. Et voilà, donc je passe le témoin au suivant, au prochain présentateur. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ngom, pour cette présentation qui donne vraiment un overview sur le cadre légal et réglementaire, surtout réglementaire, et sur les points d'attention que les différents acteurs du système, j'allais même dire les fournisseurs de services financiers, qu'il s'agisse de services digitaux ou pas, doivent respecter. Après, comment la technologie peut aider? Aujourd'hui, nous le savons bien, c'est une acception commune. L'utilisation des technologies permet pour la plupart d'améliorer la façon de réaliser les activités en entreprise, d'optimiser les processus, d'identifier ou de développer de nouveaux business models. Et quand il s'agit de conformité, voilà le process par lequel vous devez passer avant de choisir l'outil qui vous permet d'assurer et de garantir la conformité de votre organisation. D'abord et avant tout, le système est-il adapté? Pour assurer la conformité, il faut prendre un système qui vous permette de couvrir les besoins, les exigences et les besoins internes que vous avez. La deuxième question, c'est celle dont je viens de parler. Est-ce que toutes les exigences sont couvertes? Qu'il s'agisse d'exigences réglementaires, légales, ou même d'exigences business ou par rapport à votre board ou vos parties prenantes, voilà, vous assurez de rester conforme en utilisant cet outil-là. La troisième question, c'est est-ce que toutes les données sont capturées? Si vous vous rendez bien compte, si vous ne capturez pas toutes les données qui vous permettent de déterminer si oui ou non il y a conformité ou non conformité, vous ne serez jamais en mesure, peu importe la performance de la solution que vous utilisez, de répondre à la question, oui, est-ce que nous répondons à telle exigence ou pas? Après, est-ce que les équipes qui sont impliquées, est-ce que leur formation a été adéquate? Vous vous rendez bien compte? Il ne s'agit pas d'acquérir un système que nous déployons. Il s'agit de construire un système. Parce que ce n'est pas la technologie qui détermine la pertinence et la performance d'un système de lutte contre le blanchiment ou de la fraude ou de la corruption. Il est indispensable de s'assurer de la formation des acteurs qui sont impliqués dans la délivrance des différents services que vous proposez aux usagers. Après, est-ce que le système est régulièrement testé? Les personnes, si elles sont bien formées, les différents agents, en commençant par le responsable de la conformité, ces personnes vont pouvoir régulièrement tester la pertinence et la conformité de la solution qui est déployée, sachant que ces solutions doivent évoluer en synergie avec l'environnement. Vous le savez, nous le savons très bien, les cybercriminels
deviennent de plus en plus intelligents, les cyberattaques de plus en plus complexes et sophistiquées. Après, est-ce que les données sont exactes? Les données qui sont capturées, on a la complétude, mais est-ce qu'elles sont exactes? Est-ce qu'elles reflètent la réalité? Quand nous passons cette étape, la question qu'il convient de se poser, c'est est-ce que les paramètres sont revus? Nous le savons bien. Quand nous parlons de détection et de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, il s'agit d'un certain nombre de règles à paramétrer pour surveiller, parce que la plupart des transactions ou des cybercriminels, plus précisément, sont parfois au fait des seuils qui doivent être respectés pour passer sous les radars. Donc, il est indispensable de revoir les paramètres pour les adapter par rapport aux évolutions des cyberattaquants, mais également aux évolutions des exigences. Et puis, est-ce que les cycles de production sont maîtrisés? Nous mettons en place un système, ce système doit évoluer. Il nous faut s'assurer de la continuité du service, il nous faut nous assurer de la maîtrise des changements, parce qu'il y en a beaucoup dans de tels systèmes. Et pour finir, est-ce que ce système vous permet d'assurer la reprise après sinistre et la continuité des activités? Est-ce que les sauvegardes sont effectuées régulièrement et testées régulièrement? Donc voilà les questions que les institutions doivent se poser avant d'initier cette aventure qui est d'aller trouver une solution qui permette de répondre aux exigences de conformité. Après, la prochaine étape, c'est d'identifier et de surveiller tous les produits qui sont susceptibles d'être des vecteurs pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Il est clair, aujourd'hui, il y a une course à l'innovation, une course à la proposition de services toujours plus adaptés, plus convenient pour le client, des services toujours moins chers, de meilleure qualité, avec des usages qui permettent d'avoir le wow factor dont nous parlons, l'émerveillement du client et donc leur rétention. Qu'il s'agisse de wallet, de virements bancaires, dans la gestion des opérations, des plans d'investissement, même quand vous avez un partenaire qui vient investir dans votre business ou dans la banque électronique, tous ces points sont des points d'attention parce que ce sont des produits ou relations qui sont susceptibles de vous exposer en termes de conformité. Il ne s'agit pas simplement de s'assurer de maîtriser ou de connaître ses clients, know your customer, ses agents, know your agent, si vous avez des distributeurs. Mais il s'agit au-delà de cela de s'assurer d'être en relation d'affaires avec des entreprises ou des personnes qui sont ce qu'elles prétendent être, pour ne pas s'exposer demain à des pénalités auxquelles l'entreprise ne peut pas faire face. Donc, la surveillance est hyper importante pour assurer la conformité. Après, dans la démarche, il faut adopter une approche basée sur les risques. Et quand nous parlons du management par les risques, il faut s'assurer d'identifier et d'évaluer, que ce soit qualitativement ou quantitativement, tous les risques qui peuvent peser sur l'entreprise. C'est hyper important. Après, quand nous adoptons cette démarche, c'est nous assurer pour chaque type de risque de définir le plan de réponse adéquat. Voilà. Est-ce que c'est un risque que nous pouvons accepter? C'est un risque à mitiger, à transférer? Il est indispensable d'avoir un plan de réponse clair qu'on évalue dans le temps pour nous assurer que même s'il y a un risque qui se présente et qu'on arrive à maîtriser ce risque-là, que le risque résiduel n'impacte pas ni financièrement, ni la réputation, ni l'image de l'entreprise. C'est indispensable. Après, les ressources à allouer à cette lutte. Nous sommes dans une guerre et quand nous parlons de guerre, nous savons, le nerf de la guerre, dit-on, c'est l'argent. Il faut des ressources suffisantes pour permettre aux équipes d'être à niveau, mais surtout d'avoir et les process et le capital humain et les technologies qui permettent de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et plus généralement la fraude et la corruption. Les défis sont multiples. Aujourd'hui, ces nouveaux challengers des banques
malheureusement ou heureusement, ils sont plus agiles, plus lean. Ils peuvent tourner à 180 degrés en 1 heure, mais les banques ont déjà eu à être encadrées et profitent de ce passif qui exigeait, de toute façon, en termes de réglementation, qui exige que les banques respectent un certain nombre de normes, notamment sur la partie reporting, sur la partie Know Your Customer, la connaissance des clients, la connaissance des agents. C'est même devenu contraignant. Et c'est sur cela que les challengers de ces banques, que sont les fintechs et certaines institutions financières, donc c'est sur cela que les gens jouent pour aller capter et chercher des clients que les banques classiques ne sont pas capables d'acquérir ou de retenir. Donc aujourd'hui, ces institutions également vont être exposées à des clients de plus en plus volatiles. Ce sont des clients qui, une fois par semaine, peuvent venir et être en relation d'affaires avec un fournisseur d'un wallet, par exemple, ou avec un service de transfert d'argent. Donc, les transactions sont des transactions à court terme. Il faut développer des systèmes de plus en plus performants, voilà, pour pouvoir détecter des suspicions ou même des cas avérés qu'on n'aurait jamais pu détecter en faisant juste le reporting dans le back-office. Il s'agit en front-office également d'avoir des outils qui nous permettent de le faire. Nous le verrons avec la partie screening. Donc, M. Ngom en a parlé tout à l'heure. Il est hyper important de retenir les 4 règles d'or. Nous reviendrons là-dessus très plus amplement sur la politique et les procédures, sur le responsable de la conformité, sur la formation qui doit être continue, mais également sur les audits périodiques et parfois indépendants pour nous assurer d'être on track. On track pour répondre, faire face, parce que les attaques vont changer, elles vont devenir de plus en plus complexes et sophistiquées. Les technologies vont évoluer très rapidement et malheureusement, les ennemis qu'on connaissait hier, parce que sans la globalisation, on était dans des environnements plutôt fermés. Aujourd'hui, l'ennemi est partout et nulle part à la fois. Après, sur la solution, il y a des leviers qui sont clés. Le screening, c'est hyper important en temps réel. Il nous faut être en mesure d'identifier s'il s'agit de personnes qui sont politiquement exposées, un terroriste qui est dans une liste, dans les multitudes de listes existantes, et de nous assurer avant la transaction d'être en face de la personne qui prétend de la bonne personne, mais également d'une personne avec laquelle nous pouvons faire du business. C'est hyper important. Après, c'est le monitoring des transactions. Vous le savez, il ne s'agit pas simplement, il y a des transactions pour lesquelles, avant même de les jouer, nous pouvons effectuer un certain nombre de contrôles, mais après avoir effectué ces transactions également, il faut les monitorer. Si nous avons plusieurs transactions qui se passent toujours à des heures de fermeture ou à des heures tardives, mais avec le même scénario, donc en profitant de l'autre pilier qui est la machine learning, nous sommes capables de faire apprendre la machine et de lui permettre de détecter demain, si un tel scénario se produit, de dire il s'agit très probablement d'une suspicion de fraude parce qu'il y a tel scénario que nous avons, des scénarios que nous avons déjà vus qui est en train de se reproduire. Après, c'est sur le management des données. Vous le voyez, nous avons énormément de données quand nous parlons de ces services financiers, quand nous utilisons le digital. Il est indispensable de maîtriser et de standardiser la structure de toutes les données. C'est ça qui nous permet demain de les intégrer et d'avoir de vraies solutions de case management, donc avec une vue à 360 degrés. Il ne s'agit pas simplement d'évaluer les transactions, de monitorer les transactions. Quand nous couplons cela au comportement de l'utilisateur, quand nous le couplons aux facteurs exogènes, donc à l'environnement dans lequel nous sommes ou à l'industrie, nous sommes en mesure de détecter des cas de suspicion qu'on n'aurait pas pu sans un outil performant. Et le Know Your Customer et les différentes parties prenantes ou les partenaires que vous avez est indispensable. Donc, il faut agir sur le screening des transactions, le screening des clients, le monitoring a priori et a posteriori des transactions pour pouvoir garder une longueur d'avance par rapport aux cyberattaquants.
Après, sur les outils, donc nous en avons parlé, nous n'allons pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que le temps est en train de nous rattraper. Le filtrage des clients et des transactions, c'est hyper important. Nous proposons des solutions qui vous permettent, au-delà du Know Your Customer, Know Your Agent, c'est aller identifier les comportements de ces clients-là. Parce qu'un client qui fait toujours des transactions mensuellement, si un mois, il en fait 10, alors que chaque mois, il en faisait une, donc des alertes peuvent être générées et la conformité, l'équipe conformité peut aller regarder pourquoi nous avons ce tel comportement ce mois-ci. C'est hyper important. Donc, nous pouvons le faire également avec les transactions. La plupart des transactions vont essayer de rester en deçà des seuils. Et quand nous restons en deçà des seuils, vous allez voir, il est très difficile, voire impossible parfois, si nous n'avons pas un outil performant, de détecter certains cas de fraude ou de financement du terrorisme. Le filtrage des transactions, nous en avons parlé, et la formation. Les banques et les institutions, c'est clair, doivent disposer de programmes de formation continue pour lutter contre le blanchiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation est nécessaire, mais la conformité, ce n'est pas l'affaire du responsable de la conformité, c'est l'affaire de tous. Si nous formons le responsable conformité, nous mettons les outils et nous omettons ou nous négligeons l'implication que nous devons avoir au niveau des agents, malheureusement, nous n'allons pas avoir l'impact qui est attendu, les résultats qui sont escomptés en mettant en place ce programme de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Après, aujourd'hui, de plus en plus, il existe une nouvelle forme de blanchiment d'argent qu'on appelle le Trade-Based Monetary Laundering. C'est le blanchiment qui est basé sur le commerce. Et nous l'avons dit tout à l'heure, les cyberattaquants, ils observent, ils regardent. C'est parfois notre voisin, c'est un ami ou c'est quelqu'un que nous ne connaissons même pas à l'autre bout du monde. Et ils se sont rendus compte simplement qu'en passant par le commerce, voilà, ils sont à même de faire passer des transactions qui sont frauduleuses, qui sont du blanchiment ou du financement du terrorisme, qui peuvent les faire passer via des activités, des relations commerciales, avec la surfacturation ou la surfacturation. Voilà. Nous pouvons simplement, donc, avec ce moyen, faire semblant avec une entreprise qui a pignon sur rue, envoyer de l'argent d'une entreprise A à une entreprise B, donc, juste pour blanchir cet argent, parce que cette transaction sera considérée comme une transaction normale, mais d'où proviennent les fonds qui ont permis de faire cette transaction. Et on peut l'avoir sur des caches multiples, pour les fintechs par exemple, les cash-in qui sont multiples, les transferts qui sont multiples, même s'ils sont en deçà du seuil, le commerce électronique. Donc, le blanchiment d'argent basé sur le commerce, aujourd'hui, est une très grande menace. Il ne s'agit pas simplement de monitorer les transactions, mais regarder également au-delà les relations d'affaires que vous avez avec les différentes parties prenantes. Donc, et vous voyez dans beaucoup de réglementations ou de rapports, les gens reviennent sur le blanchiment, donc qui passe aujourd'hui par le commerce. Et c'est hyper important de pouvoir détecter également ce type de transaction et de pouvoir faire face, répondre. Donc, ce que nous pouvons faire, nous pouvons, Grant Thornton Technologies et GMR, accompagner dans la compréhension déjà de ces enjeux-là, la compréhension de votre marché et de votre environnement pour pouvoir évaluer votre maturité, mettre en place les méthodologies et les meilleures pratiques en matière de lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, la fraude, mais également la corruption, et concevoir et mettre en place les meilleures solutions donc, du marché qui sont évolutives, sécurisées et qui vous permettent de toujours maîtriser les risques relatifs à ce phénomène. Donc, avec nos experts, nous engageons à vos côtés pour déployer des solutions qui sont adaptées et vous doter des armes nécessaires pour combattre et prévenir les crimes financiers, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Notre approche est une approche qui est intégrée parce que tout simplement, nous disons, nous ne pouvons pas lutter en prenant juste en compte un aspect
en termes de conformité. Cela va de la cybersécurité à la gestion des différentes sanctions contre le blanchiment, les services d'enquête à la fraude, la lutte contre la corruption et le screening de toutes les listes qui vous permettent de prévenir et d'éviter les relations d'affaires avec des personnes qui vous exposent. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce webinaire? Ce qu'il faut retenir, d'abord, ce sont les 4 règles d'or. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est élaborer et mettre en œuvre la politique et les processus de lutte contre le blanchiment, de lutte contre le financement du terrorisme et de Know Your Customer Agent. Nommer un responsable de la conformité, nous sommes tous revenus là-dessus, qui est un ancrage fort et qui reporte directement au board. Parce que sa responsabilité, au-delà de la conformité, sa responsabilité pénale est engagée. Assurer une formation continue pour toutes les parties prenantes, c'est hyper important. La formation doit être continue pour nous assurer d'intégrer les évolutions que nous avons sur le marché, sur la réglementation, mais également sur les technologies. Après, effectuer des audits périodiques du programme de conformité. C'est hyper important. Et quand cela est possible, faire des évaluations indépendantes qui nous permettent d'évaluer de façon rigoureuse et avoir un œil externe par rapport aux activités, aux programmes de lutte contre la cybercriminalité. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que quand nous parlons de conformité, il faut miser sur les processus et les hommes. Voilà, les processus et les hommes avant la technologie. Adopter une gestion basée sur les risques, c'est hyper important. Identifier les risques relatifs aux clients, transactions, aux différentes relations d'affaires. Intégrer la sécurité dans le design. Vous entendez parler de security by design. Quand vous demandez à un informaticien de vous donner une application, son objectif, c'est de fournir une solution qui permet de répondre à votre exigence. Mais comment nous pouvons utiliser cette fonctionnalité si jamais nous ne sommes pas dans le scénario nominal? C'est en cela que le security by design est important parce qu'il nous permet d'intégrer l'évaluation des risques et la sécurité dans tous les aspects de création et nos relations. Et pour finir, il faut améliorer sans cesse le programme. Un programme de conformité doit vivre. Un programme de conformité doit évoluer en synergie avec l'environnement, en synergie avec la réglementation, mais surtout avec la vision que vous avez des produits futurs et innovants que vous voulez lancer. Et pour finir, c'est veiller à disposer de solutions et de technologies qui sont adaptées et évolutives, qui vous permettent de surveiller les comportements suspects, de les détecter et de répondre efficacement quand cela se produit, de mettre les contrôles qui sont requis, que s'il s'agisse de contrôles automatisés ou de contrôles intelligents avec aujourd'hui la machine learning, donc qui permettent à vos systèmes d'être plus intelligents et de réduire considérablement les coûts de fonctionnement. Et pour finir, la conformité, de garantir la conformité par rapport aux différentes exigences. En guise de conclusion, nous dirons simplement que vous conviendrez avec nous que le monde des affaires change rapidement. Et avec lui, la criminalité financière et les menaces irrelatives. Les délinquants financiers sont plus intelligents, nous le savons. Ils ont plus de moyens, les attaques et les fraudes sont plus élaborées et les risques, pour la plupart, dépassent notre appétence au risque. Et avec Internet et les nouveaux usages, les ennemis sont partout et nulle part à la fois. Dans cet espace, j'ai failli dire c'est cyberspace, c'est cet espace qui comporte tant de trous noirs comme le dark web. Et pour couronner le tout, désormais, la seule constante, c'est le changement. Vous le comprendrez. Et dès lors, la prévention et la détection des crimes financiers va représenter les plus grands défis des institutions financières. Relever ces défis peut non seulement vous aider à limiter les pertes financières, mais aussi vous aider à préserver votre réputation, votre marque, votre culture et vos relations. Nous mettons à votre disposition des équipes qualifiées par la cybersécurité, la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les sanctions, la fraude et la lutte contre la corruption afin d'instaurer une approche intégrée, holistique et évolutive qui vous permette d'innover pour rester dans le marché, d'expérimenter pour être convaincu et de bâtir
un cercle vertueux intégrant le management des risques et la sécurité by design. Pour nous, il ne s'agit pas simplement de mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques et de clim financière en vue de vous protéger votre organisation. Notre défi, notre véritable ambition est de vous donner la confiance dans ces périodes d'incertitude et de doute, d'avancer, mais surtout d'avancer avec audace. Nous vous remercions. Donc, nous allons ouvrir la session de questions-réponses pour permettre à nos différents participants de pouvoir poser les questions et aux différents panélistes de pouvoir répondre. Donc, la parole, donc vous pouvez juste lever la main et nous pouvons vous donner la parole s'il y a des questions ou des contributions. Monsieur Diouf, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour M. Mang et bonjour à tous les participants à ce webinaire qui a en fait une importance assez capitale vu qu'il s'agit aujourd'hui en fait de repenser même en fait le système de sécurisation en fait de notre système financier, surtout du fait qu'aujourd'hui ce système financier-là s'appuie sur un levier important, un levier même que je dirais passe-partout. Le numérique qui permet en fait aujourd'hui d'outrepasser les frontières et également de faire des transactions assez rapides. Aujourd'hui, dans le secteur des finances, la question elle est lancinante, mais comment est-ce qu'il faudrait également arriver à bout de tous les dangers qui aujourd'hui gravitent autour de ce secteur-là? Autour de ce secteur, si aujourd'hui on fait que le dispositif législatif, qui est d'ailleurs d'obédience communautaire depuis 2004, ce dispositif-là, malgré son vieillage, ne parvient pas aujourd'hui à résoudre tous les problèmes que le secteur connaît. C'est depuis 2004. Aujourd'hui, on est en 2020. Il y a des difficultés. Moi, en fait, la question que je me pose en tant que juriste spécialisé en fait en droit communautaire et droit économique, moi je me demande est-ce qu'il y a en fait une mesure d'appréciation des obligations de conformité par la Banque centrale, ces obligations-là qui sont posées à toutes les banques. Parce qu'en réalité, on sait que même dans d'autres secteurs aujourd'hui, question protection des données à caractère, tout ceci en fait aujourd'hui oblige les institutions à se doter d'une personne ressource capable de relier certaines informations. Mais au niveau des banques, il faut savoir, comme on le sait, qu'il y a en fait une hiérarchie qui se pose entre cette personne-là et également sa hiérarchie. Il y a en fait une subordination. Quelle est aujourd'hui, si cette personne-là fait son travail ou ne la fait pas bien, quelle est la mesure d'appréciation, non pas de la personne, mais de l'institution bancaire elle-même par l'institution en fait communautaire? C'est un peu ça, en fait, la première question que j'aimerais poser. Pour les fintech également, vous savez aujourd'hui, comme vous l'avez très bien décrit dans votre speech, c'est le levier du numérique. Nous savons tous que tout le monde a un numéro de téléphone. En principe, tout le monde doit être identifié à travers son numéro de téléphone. L'intervenant de tout à l'heure a parlé du problème de fiabilité des documents qui sont présentés au niveau des caisses des banques, ce qui participe en fait d'une obligation administrative des banques. Mais ces documents-là ne sont pas toujours vrais. C'est peut-être en fait un passeport qui est fabriqué au niveau du cyber d'à côté ou dans la boutique d'à côté, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui penser à matcher le fichier de la DAF avec le fichier également interne des banques afin que cette intégration-là puisse permettre en réalité de détecter tous les faux documents qui sont présentés au niveau également des banques. Moi, en fait, ce sont ces deux interrogations-là que j'aimerais partager avec tout le monde, en vous remerciant et en vous félicitant également pour ce webinaire-là qui est d'une importance capitale. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Diouf. Question très, très pertinente. Nous allons prendre M. Aboubakar Sidiki, nous allons revenir sur les réponses. Après, voilà. M. Aboubakar Sidiki, vous avez la parole. Oui, ok. Donc, bonjour.
Mamadou, I typed answers for quite a few questions. Maybe you can see, translate, and convey the correct meaning in French. Okay. No issue, Surecha. I've seen your answers. If needed, we'll translate. Thank you very much. Aboubakar, vous avez la parole. Ok. Après, Donc, nous donnons la parole à Cécile Afro. Après. Ok, bonjour. Moi, je me nomme Aboubakar Sidiki Yalkoué. Je suis malien. Je suis à la BMS, Banque malienne de solidarité. Donc, ma question s'articulera par rapport au thème même du webinaire, c'est-à-dire le titre même. Une nouvelle banque qui vient de s'installer tout de suite là. Maintenant, quelles sont les mesures par rapport à une démarche personnalisée pour garantir une maîtrise des risques liés à la criminalité financière et aux non-conformités pour le secteur en pleine expansion de FinTech? Ok. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez répéter la question pour être sûr que tout le monde a la bonne compréhension? Voilà. Donc, j'ai dit, moi, ma question s'articulera juste au niveau du titre même du webinaire. C'est-à-dire une nouvelle banque, ou bien soit une nouvelle institution financière qui veut venir s'installer. Donc, quels sont les différents paramètres, c'est-à-dire qui lui permettra de faire une démarche personnalisée pour assurer la maîtrise des risques liés à la criminalité financière et aux non-conformités pour le secteur. Ok, d'accord. Ok, bien noté Aboubakar. Ok, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Cécile. Cécile, vous avez la parole. Puis unmute votre micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Okay. Bonjour, je disais que je suis Cécile Afro-Ladipo. Je suis auditeur financier dans une banque de la place au Bénin. D'abord, je vous remercie pour ce webinaire qui, à mon avis, revêt un caractère de sensibilisation. C'était sensibilisateur en fait. J'aimerais faire un rapport par rapport à l'intervention de M. Diouf, le juriste. Je voudrais le rassurer de ce que la Banque centrale, la commission bancaire bien entendu, compris, encadre plus ou moins l'activité des fintech. Et au niveau du Bénin, ce que nous avons remarqué, tout ce qui est lié à l'aspect digital, les structures, c'est-à-dire les banques qui coiffent ces activités-là, se doivent de faire un reporting. Chaque mois, il y a un reporting qui est adressé à la Banque centrale et aussi à la commission bancaire. C'était juste ce point-là que j'ai voulu apporter pour M. Diouf. Maintenant, maintenant le thème de formation à proprement parler, j'aimerais savoir, est-ce qu'il serait possible, c'est vrai que les fintech prennent de l'avance et je crains qu'elles suivent les banques très prochainement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une attitude comment je vais dire cela? Est-ce qu'on peut avoir des activités comme ce webinaire qui informent le grand public? C'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est une activité, une formation restreinte. Est-ce qu'on peut avoir ce cadre-là qui informe le grand public pour qu'il puisse s'apprêter? Parce que la criminalité, elle est grandissante. Vous avez dit que les délinquants financiers, ils réfléchissent toujours réfléchissent. Comment est-ce qu'on peut anticiper cela? C'est-à-dire qu'on va anticiper, on n'est pas certain de couvrir ce risque. Quand même, il faut l'anticiper par les méthodes de sensibilisation, de formation sur tout cela. Comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible de le faire? C'était juste ma question. Effectivement. Merci beaucoup, Madame Cécile, pour cette question et puis pour cette contribution par rapport au cadre légal et réglementaire. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, nous allons essayer de répondre aux différentes questions. OK. Donc, nous allons donner la parole à M. Ngom. S'il y a des questions auxquelles il va apporter des réponses. Et puis après, Surecha est anglophone, donc il peut répondre en... je vais voir s'il y a des questions qu'on peut lui envoyer directement, sinon je répondrai. Monsieur Ngom, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Mbengue. Thank you very much. Merci beaucoup.
Ok. Monsieur Diop a soulevé tout à l'heure un point très important. Moi, que j'ai eu à expérimenter quand j'étais à la CENTIF, le problème lié aux faux documents. En fait, il a posé la question de savoir pourquoi la DAF ne peut pas laisser une fenêtre, par exemple, aux banques pour que celles-ci puissent accéder au fichier de la DAF, en fait, quand un client qui veut nouer une relation d'affaires vient leur présenter une pièce d'identité. Ça, c'est très important, en fait. Et ce serait la solution pour permettre aux banques d'authentifier les pièces d'identité. Mais en fait, il faut savoir que les autorités d'enquête sont très frileux, sont très frileuses en fait du partage d'informations. C'est même pas un partage d'informations, mais c'est juste ouvrir une petite fenêtre pour permettre aux banques de requêter en fait. Mais c'est ça la solution, parce que là on a certaines personnes de la sous-région qui vraiment viennent au Sénégal juste pour faire ça, en fait, pour faire ce genre d'activités. Ils font des faux passeports qui leur permettent d'ouvrir des comptes ou bien qui leur permettent d'envoyer des messages à des Européens et de récupérer de l'argent via Western Union et d'ouvrir des comptes. Et ceci, on a eu à la Sainte à recevoir pas mal de déclarations de soupçons liés à ces crimes en fait, de fraude 419 qu'on appelle fraude 419. Donc effectivement, la solution de M. Diouf serait la bonne, mais il faut qu'il y ait une volonté politique en fait. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup, monsieur Ngom. Donc, pour essayer très rapidement également de compléter par rapport à Boubacar du Mali, donc pour une nouvelle institution, c'est valable également. Donc, la démarche que nous proposons est valable pour les nouvelles institutions. Donc, les 4 règles d'or, donc responsable conformité, politique dynamique, performant et dynamique, la formation, et bien sûr les audits périodiques. Mais dans l'approche de mise en œuvre, comme on le dit, c'est miser sur les processus et les hommes. Ce sont les hommes qui font l'organisation, ce sont les hommes qui font qui mettent en œuvre les différents processus qui sont établis. C'est d'adopter une démarche basée sur les risques. Donc, si vous arriviez à cartographier les risques qui pèsent sur votre activité, les risques qui pèsent sur votre business, vous êtes en mesure d'identifier d'un point de vue client quels sont les risques auxquels nous sommes confrontés. Et quand nous identifions les risques, nous les évaluons et qualitativement et quantitativement. Donc, nous sommes en mesure de définir un plan de réponse à ces risques-là. Quand nous avons maintenant cette cartographie avec les différents plans de réponse aux différents risques par rapport aux clients, nous savons exactement comment nous devons implémenter notre solution de conformité, notre programme de conformité. Nous faisons la même chose pour les transactions, nous faisons la même chose également pour les relations d'affaires que nous pouvons avoir avec des organisations qui viennent sous une autre bannière. Parce que souvent, c'est le cas, nous avons parlé du trade-based money laundering. Donc après, c'est veiller à avoir une solution qui évolue. Vous le verrez. Malheureusement, nos régulateurs sont toujours en retard par rapport à l'innovation. Et c'est normal, à l'innovation technologique. Le rôle du régulateur, c'est de réguler. Et il ne peut pas réguler dans le vide. Il ne régule que ce qu'il voit ou ce qu'il comprend et connaît. Et malheureusement, dans l'entrepreneuriat numérique, nous avons énormément d'innovations et de nouveaux business models et usages qui dépassent la compréhension et l'entendement qu'ont les gens de ces services-là. Et c'est ça même qui fait que nous parlons d'innovation de rupture. Et c'est ça qui explique que la réglementation pour les fintechs, les institutions de microfinance, doit être intégrée dans la stratégie et réfléchir toujours à comment nous faisons si jamais notre telle activité basée uniquement sur tel business basé uniquement sur telle ou telle fonctionnalité, que nous ferons-nous si jamais demain le régulateur vient interdire cette activité? Il est hyper important de penser à cela, d'essayer d'avoir de la veille et de pouvoir anticiper ces coûts-là. Après, je suis entièrement d'accord avec Mme Cécile quand elle dit qu'il faut sensibiliser le public. Oui, il faut sensibiliser le public
Pourquoi? Parce que le maillon faible, nous le savons bien, quand nous parlons de cybercriminalité, ce sont les usagers, ce sont les utilisateurs, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui ne sommes pas vraiment sensibilisés par rapport à la criticité de certaines activités, aller dans un espace ouvert et accéder à un Wi-Fi qui est ouvert et qui est accessible par clé web, qui peut être donc screené par n'importe quel hacker débutant, qui peut lire toutes les transactions qui passent. Ça, ce sont des choses qu'il faut nécessairement faire. Les banques essaient de le faire, les fintechs également, quand elles subissent des attaques. Mais il faut avoir un programme plus vaste d'éducation financière pour parer à ce phénomène-là qui est en train de prendre des proportions insoupçonnées. Et pour M. Diouf, oui, M. Ngom a répondu. Il est clair que les États sont très frileux quand il s'agit d'ouvrir les systèmes. Et c'est pour cela que cela représente un vrai défi. Le vrai défi, c'est qu'au-delà de l'impact que cela peut avoir dans les organisations, comment les États vont prendre conscience de l'impact que cela peut avoir sur l'économie, de l'impact que cela peut avoir d'un point de vue également politique. Si jamais demain, et demain ça peut être demain, nous nous réveillons et nous nous rendons compte que dans tous les gaps du pays, il y a un virus qui permet de faire des retraits sans contrôler le solde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cela ne peut pas créer des problèmes politiques? Est-ce que cela ne peut pas créer des problèmes pour l'économie? Donc, il est indispensable que nous ayons une approche holistique, mais plus intégrée dans notre façon d'appréhender et de maîtriser les risques liés à la cybercriminalité. Parce qu'avant, c'était des savants qui le faisaient, des experts cachés derrière un ordi qui le faisaient pour la gloire, pour la reconnaissance. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont pignon dans le web. Des entreprises bien formées qui utilisent la les cryptocurrencies, les crypto-monnaies et qui ont pour seule devise trouver les failles et extorquer le maximum de fonds. Et cela est également source de financement pour le terrorisme et de toute activité illégale, donc des activités dont parfois nous n'avons même pas conscience. Donc merci beaucoup Suresha. You wanna give some key words, even if in English? I think that our Okay. guest would appreciate that. Please. Great. Yeah, merci beaucoup. Actually, this entire session we thought, we should share our views on the key aspects of anti-money laundering initiative which each organization should have. Mm-hmm. In this journey, the 4 golden rules we thought we should emphasize, number 1. Number 2, we also felt we should highlight the need for a good technical solution, technology support, which is absolutely essential for a bank to face twin challenges. The first challenge is from money launderers themselves. The second challenge is from regulators. In case if you miss, regulator will be there to slap fines and your name gets dragged into newspapers and media, which will impact the trust which you enjoy from your customers. So this is a background. These are the 2 key areas we thought we should cover. Mm-hmm. And I was discussing with Mr. Momodo that we should have a separate session on trade-based money laundering. Sure. This is one of the key areas where I am observing across the globe, regulators are getting hugely worried because the traditional money laundering is taking backseat, and the money launderers are becoming very smart in using import-export of material. Exactly. By bringing the money from overseas location or sending the money to some other location. Exactly. Other interesting thing which we observed was terrorists using this trade route. In fact, there was a classic case in India. It happened in the Kashmir region where apples are grown extensively, and apples were exported from India to Dubai. And these apple crates were over-invoiced by about 20%, and in between the middlemen took their cut, and that the differential amount went to terrorists who bought weapons and killed innocent people. So that is one. Then there was a California dates which were used by terrorists
importing California dates from US at a lower price and inflating it and selling it in the local market, and the differential being used for terrorism activities. Exactly. And the third interesting case which I saw in person was when I was in Malaysia, the regulator there shared with me that one of their, there was a bomb blast, and when they investigated, they found there was an agent who imported ammonium nitrate, stating that it is required for fertilizer, but it was diverted for bombs. Exactly. So these are all the threats which we are seeing. The twin threats of money laundering and terrorist financing need to be tackled. And increasingly, trade is being used extensively. Maybe in the next session, we would have a focused session purely covering the trade-based money laundering aspect. And thanks, gentlemen, for participating in large numbers. We appreciate and value your time and look forward to work closely with all of you. And we are here to support you. We at JMR, we have built few accelerators, and we have the required skills to guide and help and support you in your compliance journey. And thank you very much, and merci beaucoup. Great. Thank you very much, Sureisha. Je reviendrai sur ce qu'il a dit. Je pense même s'il y a des gens qui veulent qu'on traduise, on traduira après. Mais avant cela, je donne la parole à Chantal qui a levé la main depuis tout à l'heure. Chantal, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame Chantal. Merci bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier déjà pour la qualité des échanges et pour ce webinaire qui est quand même une plateforme qui permet de pouvoir apprendre et apporter. Pour ma part, je voudrais juste faire un apport, c'est par rapport à l'information relative à l'instruction qui est inscrite dans la loi, une loi qui a été dictée en 2017, pour consultation bien sûr, parce que cette loi-là, elle a quand même balayé un maximum d'informations qui permettraient à toute nouvelle institution, comme le disait l'un des participants qui demandait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre en place ce dispositif. Cette loi numéro 007-09-2017 qui porte des modalités d'application pour les IMF de la loi sur la lutte contre le blanchiment. Alors, cette loi nous permettra à tout le monde, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette loi-là, de pouvoir être informés sur comment mettre en place le dispositif et sur également les méthodes, les modalités. En lisant en profondeur, on apercevra qu'elle n'est pas aussi simple que cela parce qu'elle demande beaucoup d'implication des dirigeants. C'est un peu cela mon point. Merci. OK. Merci beaucoup. Excellente contribution. C'est clair. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'affaire de tous. Il faut qu'à tous les niveaux, les gens soient impliqués et que chacun joue sa partition pour arriver à lutter contre ce phénomène. Et le problème, vous l'avez bien souligné, le problème, c'est que cela évolue très vite. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons de choses que nous connaissons. Nous avons des scénarios de blanchiment, différents cas d'école ou d'utilisation de par le monde. Mais demain, ce sera un autre jour. Demain, on aura certainement d'autres cas et certainement là où nous parlons même, il y a un nouveau cas de financement de terrorisme ou de blanchiment de capitaux qui est en train de se produire quelque part dans le globe. Donc, il nous faut avoir une double ou triple dynamique pour pouvoir faire face. Merci en tout cas. Et Sureisha, sur ce qu'il disait, il est revenu principalement sur les règles d'or et sur la technologie qui doit être utilisée. Et nous pouvons accompagner dans ce sens. Et il insistait sur le trade-based money laundering, le blanchiment qui est basé sur du commerce. Donc, des activités commerciales qui, à première vue, peuvent paraître normales et voilà, sans activité cachée, mais qui, au fond, voilà, sont juste une vitrine pour cacher des activités plus nébuleuses, voilà, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les terroristes l'utilisent d'ailleurs très fortement, donc via des ventes ou des échanges de biens d'un pays à un autre. Voilà, si on y prend garde, nous pouvons penser simplement qu'il s'agit de deux organisations en relation d'affaires, mais en réalité, ce sont des terroristes qui font passer des sous d'un point A à un point B. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donner juste la parole à M. Ngom pour le dernier mot, pour le mot de la fin et puis conclure.
Merci, M. Mbeng. Juste rajouter à l'endroit de M. Diouf, qui a soulevé une préoccupation entre le responsable de conformité et sa hiérarchie. En fait, le responsable de conformité est protégé par la loi. Il ne peut pas être tenu responsable d'avoir appliqué la loi, quoi, ou bien d'avoir exécuté une obligation légale. Un directeur de banque ne peut pas sanctionner un responsable de conformité qui a fait une déclaration de soupçon auprès de la CENTIF, même s'il n'est pas d'accord avec cette déclaration. Ce qu'il peut faire, le directeur de la banque, ce qu'il peut faire, c'est se nommer lui-même responsable de conformité. Dans ce cas-là, il a la responsabilité légale de transmettre les déclarations de soupçon. Mais dès lors qu'il a nommé un responsable de conformité, celui-ci est censé être totalement indépendant. Donc, il peut, en face de soupçons ou bien de transactions suspectes, faire une déclaration de soupçon auprès de la CENTIF sans craindre d'être sanctionné par sa hiérarchie. C'est ce que je voulais, c'est juste ce que je voulais apporter auprès de M. Diouf. Merci Sinon, beaucoup. j'ai été honoré de participer à ce webinaire. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup à nos différents panélistes. Merci à nos très chers participants. Ce fut un moment d'échange, le premier du genre, abordant ces problématiques. Et vous pouvez être sûr que nous allons avoir un programme annuel sur ce type d'échange que nous pouvons avoir avec vous. Mais nous restons surtout disposés à accompagner dans la compréhension des enjeux, la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Nous avons, de par les multiples expériences, mis en œuvre énormément de programmes de conformité partout dans le monde. Donc, nous sommes des groupes qui exercent ou qui ont des activités sur plus de 100 pays, 140 pour compte Thornton. Et JMR, avec l'expérience sur la partie financière, la partie bancaire, donc va pouvoir vous aider à profiter d'une expérience avérée et à faire un saut quantique quand il s'agit de mettre en place ces solutions. Mettre en place une solution de gestion de la conformité n'est pas une fin en soi. C'est juste le début d'une aventure. Il faut faire évoluer les process, faire évoluer les règles, la détermination des différents CI, mais surtout les algorithmes qui permettent au système, avec la machine learning, d'apprendre et demain de pouvoir détecter, voilà, la solution détecter elle-même les cas suspicieux et les soumettre à l'équipe conformité pour pouvoir les traiter. Nous vous remercions pour votre participation et vous disons à très bientôt pour un autre webinaire sur un thème qui sera encore plus intéressant. Merci beaucoup et à très bientôt.